en mer, on est souvent amené à vivre des moments vraiment difficiles, notamment en solitaire, sur des courses comme la Route du Rhum ou la Transat CIC. Et en fait, il y a forcément un moment où tu te demandes vraiment ce que tu fous là, quoi. Et moi, je sais ce que je fais là, c'est vraiment porter les couleurs de Café Joyeux et parler d'inclusion et vendre du café, et pour générer de l'emploi pour les personnes handicapées. Donc, c'est une chance. Je suis hyper content de là où je suis, quoi. Après les galères, c'est un mât qui se casse, c'est un système de barre qui marche plus, c'est des voiles qui se déchirent, c'est de devoir monter en haut du mât pour changer un capteur en tête de mât. Parfois t'es tellement en manque de sommeil que tu peux avoir des hallucinations en fait visuelles et auditives. Donc ça m'est arrivé de voir mon petit frère à côté du bateau en train de m'appeler, et là tu dis waouh. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Daphne. Ce podcast ne veut pas parler de nous et non, mais plutôt de notre communauté. Vous savez, ces 300 personnes, investisseurs, entrepreneurs, experts et j'en passe, qui constituent la pierre angulaire de notre mission, co-construire le monde de demain en investissant dans des projets à impact positif d'un point de vue sociétal, social et environnemental. Aujourd'hui, on s'éloigne un peu de ce monde de l'investissement. On prend le large avec Claire qui co-hoste l'épisode avec moi. Salut Claire. Hello. Et on est ravis de passer les prochaines minutes avec celui qui est arrivé 4e à la dernière Transat CIC. Salut Nico. Hello, salut Claire, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode chez Daphne, pour le premier de Claire. Et oui. Et pas ton premier Nico, si j'ai bien compris. On a un habitué face à nous. Avec Claire, on te connaît bien et on est assez fan de ton parcours. Mais est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, nous dire un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Tu es skipper. Absolument. J'ai méga spoilé. Merci pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu de ton micro? Ouais, bien sûr. Comme ça? Ouais, parfait. Trop bien. Je m'appelle Nico Desté et je suis effectivement skipper, navigateur. Je participe à des courses de bateaux à la voile, des courses comme la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre et la Transat CIC que tu as mentionné. C'est pas du tout un métier que j'ai toujours pratiqué, c'est assez nouveau pour moi. En fait, jusqu'à il y a 3 ans, je travaillais en conseil à Paris, et j'ai vraiment décidé d'opérer un virement de bord total dans ma vie. J'allais faire la blague. Le virement de bord, pas mal. En 2021, mais c'est une décision en fait qui fermentait depuis assez longtemps. En fait, depuis que je suis gosse, j'ai toujours rêvé d'être navigateur et de faire des courses à la voile. Mon objectif de vie étant de faire un jour le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est donc le tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Et en fait, ce truc-là est apparu quand j'étais tout gosse. En fait, comme beaucoup d'enfants, j'étais devant la télé et j'ai vu l'arrivée d'Hélène MacArthur. On habitait en Angleterre à l'époque. Et j'ai vu cette jeune femme de 23 ans passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe en direct à la télé. Et depuis ce jour-là, en fait, ce jour-là, en tout cas, je me suis dit, je veux être elle, quoi. Mais donc voilà, être comme quelqu'un qu'on voit à la télé, ça arrive à beaucoup de gens. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir jamais lâcher ce rêve, quoi. Et donc, quand j'ai pris la décision de changer de vie il y a 3 ans, c'était pas impulsif dans le sens où ça sortait pas de nulle part, mais c'était quand même néanmoins un gros changement. Ouais. Et tu peux du coup nous parler de ta vie d'avant, avant qu'on parle de ce que tu fais. J'ai eu la chance de grandir à l'étranger. J'ai fait des études d'ingénieur aussi à l'étranger, en Angleterre, et en partie aux États-Unis. Et ensuite, juste quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit enfin j'ai coché toutes les cases que je devais cocher. Donc je vais m'essayer enfin à la voile océanique. Donc j'ai fait une première course transatlantique en solitaire sur des mini bateaux de 6,50 m en autonomie complète, donc pas téléphone satellite, pas de lien avec la Terre, très peu de prévisions météo le long du chemin.
Donc ça, j'avais 23 ans. Tu naviguais déjà avant l'été comme on peut le faire, comme pas mal comme ceux qui ont la chance de le faire quand Ouais. ils partent en vacances l'été. Mais donc j'ai fait des stages au Glénan. En famille, on louait parfois des bateaux pour aller en faire en famille, vraiment en croisière complet, quoi. La première fois on partait souvent de la Trinité en Bretagne. La première fois qu'on est allé jusqu'à l'île de Groix, franchement, c'était l'expédition qui se préparait, quoi. Ouais. Donc pas du tout exposé à la course. Juste j'ai ce truc, cette graine qui a été plantée étant jeune dans ma tête et en fait c'est quelque chose vers lequel je suis allé, mais vraiment que par la suite, quoi. Ouais. Et comment tu as vécu cette première expérience en autonomie complète, tout seul, à bord, sans vraiment d'assistance? Sans aucune assistance, pour le coup. En fait, je me souviens de je sais plus si c'est mon frère ou mon père qui, au départ, le matin du départ, me regarde et me demande « Ouais, Nico, t'es sûr quand même là ?» Pars pas. Et j'étais pas sûr du tout. T'as répondu non, j'espère. J'ai dit ouais, je le pense. Oui, quoi. oui. Petit oui. Non, mais c'est une vraie révélation. En fait, c'est une course qui s'appelle la Mini Transat et c'est vraiment la première marche de tout du parcours de beaucoup de marins qui aujourd'hui font le Vendée Globe ou des tours du monde ou qui passent, qui sont connus du grand public. Je sais pas, Michel Desjoyaux, Clarisse Crémer. C'est un peu un must-do quand tu te lances. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un peu le bac c'est un peu le. Ouais. On dit passe ton bac d'abord. En fait, en course au large, on dit souvent passe ta mini d'abord. D'accord. Donc, j'avais identifié cette course-là comme vraiment la première case à cocher dans le parcours si jamais je voulais vraiment devenir pro. Ouais. Et donc, pour moi, c'était naturellement que je me suis tourné vers ce premier projet. Et c'était en tout point une révélation, hein, pour répondre à ta question, Claire. J'ai adoré être en solitaire sur l'eau. Et en fait, avant ça, j'ai adoré l'aspect préparation. En fait, c'est quand même des courses assez engagées pour lesquelles on se prépare assez longtemps en avance. Et comment ça se prépare justement? Ça commence souvent comme les startups, hein, par la recherche de financement qui nous occupe quand même une grosse partie. Ouais. En fait, c'est un tiers recherche de financement, un tiers préparation, on va dire, technique du bateau. C'est vraiment un sport mécanique où globalement tout peut casser. Et donc on passe beaucoup de temps à améliorer le bateau, à bricoler, à faire l'entretien, changer ce qui a cassé, changer ce qui peut casser. Faut que tu le connaisses sur le bout des doigts. Il faut vraiment le connaître par cœur et surtout faut pas juste le faire réparer, il faut participer aussi techniquement à la préparation du bateau parce qu'une fois que vous êtes tout seul en mer, il faut savoir quand même tout réparer ou savoir comment tout marche. Donc il y a aussi un enjeu de connaissance. Et enfin un tiers sur l'eau quand même, en entraînement et en course d'entraînement, en entraînement hors course et aussi en navigation partenaire parce qu'on emmène les gens qui nous financent naviguer aussi sur le bateau. Donc. Et toute cette préparation, j'imagine que tu as une équipe avec toi. Alors c'est une excellente question. Pour les petits projets, on va dire comme sur la Mini Transat, non. En fait, t'as tout fait tout seul. Ouais, t'es obligé de. Alors tu te fais aider, bien sûr. Mais globalement il n'y a pas d'équipe. Ok, donc le financement, la technique, l'entraînement, c'est tout pour toi. Ouais, tout et ça, c'est possible parce que les bateaux sont petits, donc en fait ça coûte, c'est des budgets raisonnables, c'est pas trop compliqué. Il y a quand même peu d'électronique à bord des bateaux, tout est à taille humaine. Donc ce qui rend le truc possible. Et puis pour sortir le bateau du port, il n'y a pas besoin de deux Zodiac, de deux semi-rigides pour manœuvrer le bateau. Enfin, ça se fait bien, quoi. Donc et à l'inverse, si un jour j'arrive à participer au Vendée Globe, c'est des gros bateaux avec pour le coup une vraie équipe. C'est des mini-entreprises, quoi. C'est des petites PME on va dire de 8-10 personnes minimum pour les projets Vendée Globe. Et quand tu dis gros bateau 18 mètres. Oui. Ouais. Donc, ça commence à faire. Ouais. Après, on s'habitue à tout. Pour l'instant, moi, je vois un bateau de 10 mètres, je suis incapable de le sortir du port, mais j'espère qu'un jour, je le serai. Et aujourd'hui, je suis un peu entre les deux. Donc, j'ai évolué par rapport à la classe des bateaux de 6 mètres 50. Je régate là en ce moment en classe 40. C'est quoi, c'est 12 classe 12 40, mètres c'est 12 mètres, ouais. 40 pieds, donc 12 mètres. Et c'est un peu l'entre-deux. Non, c'est déjà un gros bateau.
mais on n'a pas encore les budgets pour avoir des équipes. Donc c'est une classe où on est encore assez seul en fait. Donc je me fais aider par une personne qui s'appelle Léo sur la préparation technique du bateau. Donc on fait, lui il la gère et quand il a besoin de coups de main on fait à 2. Et moi je gère tout le reste en fait. Okay. Donc on est 2 pour l'instant. Donc oui, on se fait aider, mais il y a quand même beaucoup de trucs à faire. Et donc toute la communication et la recherche de partenaires, c'est quelque chose que je garde moi pour l'instant, en totalité. Et aujourd'hui, tu navigues pour une cause? Ouais, alors je suis ravi d'en parler, merci de poser la question. Donc je navigue sur un bateau qui s'appelle Café Joyeux. Café Joyeux, c'est quoi? C'est une famille de cafés-restaurants qui emploie et forme des personnes en situation de handicap. Et c'est aussi une marque de café. Très bonne d'ailleurs, je recommande. Et je sais que vous en buvez ici dans les bureaux, donc je parle à 2 convaincus. Et donc c'est génial de porter du coup un super message dans le sens où je suis là moi pour faire la promotion parler de la mission de Café Joyeux, parler du handicap, de l'inclusion d'entreprise. Et aussi, et c'est ça qui me plaît aussi, l'aspect, faut vendre plus de café, quoi. Donc, en fait, le bateau, il répond c'est une campagne de communication pour Café Joyeux, en espérant qu'il y ait des retombées commerciales. Donc, plus de café vendu, plus de trafic dans les cafés joyeux, parce que chaque euro de café vendu, en fait, est réinvesti dans l'ouverture des nouveaux cafés joyeux par la suite. Et donc, l'employabilité de plus de personnes en situation des nouveaux CDI pour des nouvelles personnes en situation de handicap. C'est un cercle vertueux. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Évidemment, donc, c'est pas Café Joyeux qui assume le coût de la campagne marketing du bateau. On a la chance d'être financé par un groupe d'entreprises mécènes, dont Daphni. Donc, j'en profite pour vous remercier. Tu nous renvoies la publicité, c'est pas mal. Donc vraiment, un grand merci parce que c'est rendu possible grâce au soutien des mécènes et avec une totale... c'est vraiment du don, quoi. En fait, vous offrez à Café Joyeux cet outil de communication et donc c'est trop bien pour eux, quoi. Et il y a une raison pour laquelle, à la base, je sais pas si c'est eux qui t'ont choisi ou c'est toi qui les as choisis, mais comment s'est fait la rencontre? La rencontre, c'est marrant. En fait, il y a un Café Joyeux sur les Champs-Élysées. À Paris, et moi je travaillais en conseil sur les Champs-Élysées et donc je passais régulièrement devant et en fait la rencontre elle s'est faite comme ça. Elle s'est aussi faite moi du coup je suis beaucoup les courses de voile et en fait il y a déjà eu un bateau Café Joyeux dans le passé. D'accord. Un bateau qui avait gagné la route du Rhum en 2018 et donc en fait le jour où le Café Joyeux ouvert sur les Champs-Élysées, je me suis dit tiens c'est marrant, mais attends, c'est le même Café Joyeux que le bateau, et en fait oui. Et quand j'ai monté mon projet, en fait la rencontre s'est faite on a trouvé des mécènes qui en fait voulaient bien m'acheter l'espace publicitaire du bateau pour la route du Rhum en 2022. Et ensemble on est allé voir Café Joyeux en leur disant que s'ils voulaient refaire la route du Rhum aux frais du mécène, on serait ravis de leur offrir l'espace. Et donc ils ont dit évidemment. Oui. Et l'alchimie a pris à partir de là. Donc ça fait depuis 2022. Exactement, ça fait 2 ans maintenant que je porte les couleurs de Café Joyeux et c'est génial. Enfin, leur mission, elle est incroyable. J'encourage tout le monde à pousser un jour la porte d'un Café Joyeux pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ou à défaut juste goûter leur café qui est hyper bon, mais vraiment c'est des gens incroyables qui ont un courage inouï, qui déplacent des montagnes au quotidien et je sais pas si on step back en fait, la restauration déjà c'est un milieu compliqué, employer des personnes en situation de handicap c'est moins facile c'est déjà engagé, et combiner les deux ensemble c'est juste vraiment un défi hyper ambitieux. Qui le relève super bien. Enfin, c'est une entreprise en croissance et donc ce qu'ils font c'est génial, quoi. Et leur mission me porte, c'est-à-dire qu'en mer on est souvent amené à vivre des moments vraiment difficiles, notamment en solitaire, sur des courses comme la route du Rhum ou la Transat CIC, et en fait, il y a forcément un moment où tu te demandes vraiment ce que tu fous là, quoi. Et moi, je sais ce que je fais là, c'est vraiment porter les couleurs de Café Joyeux et parler d'inclusion et vendre du café, et pour générer de l'emploi pour les personnes handicapées. Donc, c'est une chance. Je suis hyper content de là où je suis, quoi. Et tu as des chiffres un petit peu ou pas du nombre de personnes employées, de ce qu'ils font après, parce qu'ils restent peut-être pas éternellement? Alors aujourd'hui, il y a 25 cafés joyeux dans le monde. La plupart sont en France, mais pas que. Il y en a un qui a ouvert, il y en a à Bruxelles, Portugal, Lisbonne et Cascais.
Et il y en a un à New York. C'est pour ça que quand je suis allé à New York, là, il y a 3 mois, dans le cadre de la Transat CIC, c'était assez magique d'arriver déjà à New York et en plus d'être accueilli par les équipes de Café Joyeux sur place. Donc, vraiment chouette. Donc, 25 cafés, restaurants et un peu moins je crois que c'est 186 équipiers joyeux en situation de handicap qui bossent dans les cafés-restaurants. Et eux sont encadrés par, je dois y avoir 60 ou 70 managers. D'accord. Qui gèrent, enfin assistant manager et assistant manager dans les cafés joyeux qui du coup encadrent avec beaucoup de bienveillance les équipiers joyeux. Et pour répondre à ta question, en fait, le turnover est assez faible des équipiers joyeux. Ils sont souvent là depuis longtemps, bien plus longtemps que moi dans l'aventure Café Joyeux. Et c'est trop chouette de voir les mêmes visages quand on pousse les portes des cafés joyeux. Néanmoins, Café Joyeux, ils ont lancé le centre de formation des apprentis joyeux qui, en fait, c'est une formation diplômante reconnue par l'État qui permet aux équipiers qui le souhaitent d'aller travailler en restauration au-delà des seuls cafés-restaurants joyeux. Donc il y a eu une sorte de certification exactement, qui leur permettent de travailler dans un café, dans un restaurant, dans l'hôtellerie, pour que ça essaime en fait ailleurs. Alors donc il y a des et c'est que ceux qui le souhaitent hein, évidemment, mais il y en a il y a des je crois qu'il y a, enfin je vais dire une bêtise si je dis les prénoms, mais donc il y en a qui ont franchi le pas et qui sont partis travailler ailleurs. C'est trop bien. Et tu parlais tout à l'heure de moments très difficiles en mer, on peut les imaginer, mais est-ce que tu as des exemples de situations terribles les galères. Auxquelles tu as dit les grandes galères. Les grosses galères. Les grandes galères, moi j'ai la chance de pas en avoir vécu. C'est-à-dire que le danger, en tout cas, si je suis là, c'est que tout s'est bien passé déjà, mais en fait, le seul danger, les gens, ça fait peur, la haute mer, la nuit, les vagues, le vent, et c'est, à juste titre, hein, mais le seul vrai danger, en fait, c'est de tomber à l'eau du bateau, quoi. Et parce que si on tombe à l'eau, c'est game over, quoi. Si on tombe à l'eau et qu'on n'est pas accroché au bateau, c'est vraiment. Parce que t'es accroché, mais pas tout le temps. Dès que tu penses dès qu'il y a un risque, tu t'accroches, quoi. Donc plus ça mais va, si plus on s'accroche. Si t'es honnête avec nous aujourd'hui, combien de ça dépend vraiment des conditions. Mais bon, quand c'est grand soleil, mer plate et que je vais à l'avant, oui, ça m'arrive de pas m'accrocher, mais parce que le risque il est infime, quoi. Ouais. Tant qu'on sort pas quand on reste dans le cockpit du bateau ou à l'intérieur, ça va. Mais oui, le seul vrai risque, c'est de tomber à l'eau. Et moi, ça m'est jamais arrivé, mais on sait que ça peut arriver, donc on fait quand même vraiment attention. Tomber à l'eau en n'étant pas accroché, c'est vraiment une faute professionnelle, plus qu'une fois. Donc on fait en sorte que ça arrive pas. Après les galères, c'est tout de suite du coup 2 ou 3 degrés moins grave, mais c'est un mât qui se casse, c'est un système de barre qui marche plus, c'est des voiles qui se déchirent, c'est de devoir monter en haut du mât pour changer un capteur en tête de mât. Parfois, tu es tellement en manque de sommeil que tu peux avoir des hallucinations en fait, visuelles et auditives. Donc, ça m'est arrivé de voir mon petit frère à côté du bateau en train de m'appeler. Et là, tu dis, waouh. Tu captes à ce moment-là ou pas? Alors, sommeil, on fait que des siestes de 20 minutes en solitaire. On fait que des siestes de 20 minutes à la fois. Parce qu'en fait, si tu dors longtemps, il peut se passer plein de trucs. Le vent, il peut changer, tourner, forcir, mollir. Et du coup, il faut être là pour ajuster, soit changer de voile, soit ajuster les voiles, soit ajuster la route du bateau. Où il peut y avoir un nuage qui passe avec beaucoup de vent sous le nuage. Donc, en fait, si tu te fais réveiller par le nuage, en fait, et le vent sous le nuage, c'est trop tard, quoi. Donc, faut faire en sorte de jamais se laisser surprendre par ça. Donc, t'es toujours dans l'anticipation, et donc, en fait, t'es obligé un peu de te réveiller assez souvent pour vérifier ce qui se passe autour du bateau, quoi. Et sur une course, ma première mini, en fait, j'ai eu des problèmes d'énergie, de création d'énergie électrique à bord pour recharger mes batteries. Donc, je pouvais plus mettre le pilote automatique. Et donc, pour dormir, je devais arrêter le bateau presque, quoi.
Et donc tu perds un temps fou. Donc je voulais pas arrêter le bateau. et donc j'ai très peu dormi pendant les 4-5 derniers jours de la première étape vers les Canaries. Et à un moment, ouais, j'ai vu mon petit frère sur un bateau à côté. Mais vraiment, je l'ai vu et donc je me suis dit, c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, moi, je suis au milieu de l'Atlantique là, donc ça peut pas être lui ici maintenant. Et là, tu dis, attends, mais est-ce que je suis vraiment au milieu de l'Atlantique? Je suis plus sûr, en fait. Du coup, je prends ma carte, je prends mon GPS, je fais mon latitude, longitude sur la carte. Je dis, OK, je suis vraiment au milieu de l'Atlantique. Mon GPS me le dit. Donc, mon petit frère n'a rien à faire là. Et donc, je lève la tête pour lui dire, t'as rien à faire là. Et là, il était plus là, quoi. Putain, mais ça doit être fabuleux. Et là, tu te dis, mais en fait... Et là, tu te dis, il faut dormir un moment. Ouais, en fait, là, c'est bénin presque. Mais si la prochaine chose que je vois, c'est mon lapin en peluche qui tombe à l'eau. En fait, je sais pas si tu sautes ou pas, quoi. Oui. Donc là, ouais, j'ai arrêté le bateau et je suis allé dormir. Ça a duré combien de temps, ce laps de temps? J'en sais rien. C'est pas? Ouais, vraiment, j'en sais rien. C'est ouf. C'est dingue. Ton lapin en peluche, c'est ton objet fétiche à bord? Ouais. Okay. Je fais toutes mes courses avec lui. Donc Il te porte chance. Il m'a jamais porté malchance. Donc, je préfère le garder de peur qu'il se passe quelque chose si je le débarque, quoi. Dans le doute. Ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, il y a la question de... Jimmy, pardon. Il s'appelle comment? Jimmy. Très mignon. On salue Jimmy. Il y a la question qui se pose de comment tu fais tes choix. À quel moment tu te dis, OK, là, fallait vraiment que tu ailles dormir en l'occurrence. Mais à quel moment tu priorises réparer un truc, c'est une bonne question. Manger. C'est une bonne question. Parce qu'en fait, quand tu es tout seul, tu as un réservoir d'énergie en fait, qui est fini, un réservoir d'attention qui est fini, un réservoir Enfin, toutes tes ressources sont vraiment limitées. Donc, tu es obligé de prioriser. Tu peux pas tout faire bien. C'est la première chose qu'il faut accepter quand tu fais du bateau tout seul, c'est que tu peux pas tout faire parfaitement. Donc là, l'esprit 80-20 du consultant ressort. On adore le 80-20. Donc en fait, faut être nul nulle part. Faut juste tout faire à peu près bien. Et en moyenne, en fait, comme tout le monde est pareil, tout le monde est en solitaire sur les bateaux. En fait, faut juste faire un peu moins pire que les autres, quoi. Ouais. Donc en fait, des checklists, tu vois, tu parles de priorité de sommeil par rapport à la stratégie, machin et tout. Une checklist, c'est par exemple route, réglage, rangement, repas, repos, quoi. Ah oui, le repos, il est quand même vraiment à la fin. Ouais, oui, ouais. Mais parce que tu vas pas aller faire une sieste si t'es... Attends, je déroule la liste et après on en parle. Vas-y. Donc, route, c'est est-ce que mon bateau pointe dans la bonne direction. Donc, est-ce que en fait, j'ai fait une stratégie à 7 jours, 5 jours, 3 jours, et je sais où je vais être du coup demain à la même heure. Et donc, ou alors j'ai une idée de où je vais être demain à la même heure. Et donc, est-ce que mon bateau pointe dans cette direction-là, quoi. Une fois que je suis OK avec... une fois que je suis persuadé que je suis dans la bonne direction, est-ce que le bateau il est bien réglé? Donc, est-ce qu'il va vite? Est-ce que j'ai les bonnes voies à la poste? Optimal. Est-ce qu'elles sont bien réglées? Est-ce que mes ballasts d'eau de mer, est-ce que les bons ballasts sont remplis? Est-ce que j'irai pas plus vite en vidant ou en remplissant? Est-ce que le matériel à bord il est rangé au bon endroit pour que le bateau aille le plus vite possible? Parce qu'on passe notre temps à bouger le matériel à l'intérieur aussi. Est-ce que je peux aller plus vite avec le vent et la mer que j'ai maintenant dans cette direction où je veux aller? Route, réglage, rangement. Donc une fois que je vais vite dans la bonne direction, il faut prendre soin du bateau, donc réparer ce qui est cassé, ranger le bateau, s'assurer que toutes les ficelles à bord sont bien rangées, etc. Route, réglage, rangement, repas. Donc repas, manger et boire. Qu'est-ce que tu manges? On mange que des... C'est pas très bon, mais comme en rando, c'est des trucs lyophilisés. Des plats lyophilisés, ouais. Ça a l'avantage d'être léger. Et comme on a un désalinisateur pour faire l'eau douce au fur et à mesure, en fait, il y a un vrai gain à avoir de la nourriture lyophilisée, parce que c'est un vrai gain de poids, quoi. Donc 2-3 repas chauds par jour, idéalement, et puis après des goodies. Ok. Donc, pas oublier de boire aussi. Et enfin, repos. Okay. Et l'avantage de cette checklist, c'est que du coup, tu vas pas faire une sieste si tu vas pas au bon endroit, dans la bonne direction, avec un bateau en bon état, quoi. Donc en fait, ça t'aide à prioriser. C'est un truc c'est que dalle, hein, c'est juste une checklist, mais c'est un bon outil pour se dire. Et tant qu'il y en a pas, tant que le précédent n'est pas validé, tu vas pas au suivant? Faut une bonne raison de le faire, quoi. Ouais. Oui, mais tu peux te dire, si t'es fatigué, tu vas prendre des décisions de merde, potentiellement qui peuvent être dangereuses et qui mettent en péril... Ouais, c'est sûr. Ouais, carrément. Ou même, tu vois,
si tu sais que tu dois, si tu sais que t'as une réparation de composite à faire à bord, tu peux dire, moi, je serai plus en forme si je vais en faire 2 siestes de 20 minutes, donc je vais m'autoriser sommeil parce que en fait, j'ai un peu de temps devant moi pour réparer. Quoi. Ouais. Mais après, tu es en permanence en train d'arbitrer les priorités, quoi. C'est ça qui est assez chouette. Et j'évoquais dans l'intro, là, et tu en as parlé aussi de la Transat CIC. Tu peux nous raconter un peu les moments forts de ce grand périple ? Ouais, donc la Transat CIC, donc c'est une transatlantique en solitaire qui a beaucoup changé de nom, mais c'est celle qu'avait gagné Eric Tabarly dans les années 60. Qui avait fait connaître un peu la course au large en France, et c'est parti de Lorient, la maison, là où j'habite, et vers New York. Et ça m'a pris, je crois, 14 jours. Et c'était vraiment un périple. C'est vraiment la course la plus dure à laquelle j'ai participé, de loin. Bravo. Pourquoi la plus dure ? C'est la longueur ? C'était plutôt le terrain de jeu. En fait, la plupart des transatlantiques, c'est transatlantique vers les Antilles, donc la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. Ouais, c'est une transatlantique où on va plutôt vers le sud de l'Amérique. Et la route est plus clémente en allant vers le sud. Et la route est vraiment plus clémente parce qu'en fait, au début, tu es contre les tempêtes d'hiver. Ouais. Mais il y a... Au pire, t'en fais 1, 2, 3, 4 sur la route du Rhum. J'en ai passé 4. Et ensuite, tu as le vent avec toi. Okay. Donc, une fois que tu as passé... Dès que tu es là, ça va. Dès que tu passes sous l'anticyclone des Açores. Donc, le vent, il tourne autour de l'anticyclone qui est centré en moyenne sur les Açores dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Et donc, quand tu vas aux Antilles, tu passes naturellement sous l'anticyclone. Et donc, en fait, tu as le vent avec toi. Et la mer est avec toi et tu as du courant avec toi. Donc t'es porté sur la fin. Le début est dur, et après, les conditions sont plus clémentes. Alors, il n'empêche que c'est une course, hein, donc même quand les conditions sont clémentes, il faut quand même aller plus vite que les autres. Donc, c'est juste, tu fais la compétition dans des conditions plus chouettes, mais c'est quand même une vraie compète. Potentiellement, il y a moins de problèmes aussi sur ce genre de course. Potentiellement. Enfin, déjà, si tu casses quelque chose... le fait d'avoir du vent et du courant avec toi, ça fait que tu arriveras toujours à finir de l'autre côté, quoi qu'il arrive. Ouais. Ce qui est assez rassurant quelque part. J'ai un copain qui m'a dit, la première fois que je suis parti, il m'a dit non mais Nico, t'inquiète, de toute façon si là je mets une bouteille à la mer dans le port, elle va finir aux Antilles. Donc ça prendra le temps qu'il faut, mais elle arrivera. Donc toi aussi. Donc je salue Tanguy qui m'a sorti cette phrase une fois, et bizarrement ça m'a rassuré. À l'inverse, la The Transat, du coup, c'est une transatlantique qui va en Atlantique Nord, donc à New York. Et donc en fait, tu passes pas sous l'anticyclone des Açores, tu passes au-dessus, et donc en moyenne, tu as le vent contre toi. Et ça change tout. Et t'as aussi tu recules. Ouais, et puis surtout t'as le vent contre toi, et t'as aussi le Gulf Stream, donc qui est le courant chaud qui fait qu'on peut se baigner en Bretagne. Enfin pas moi, mais certaines personnes. Les courageux, ça se tente. Claire est une Bretonne, elle se baigne. Et donc c'est un courant contre toi. Ouais. Donc là la bouteille n'arrive pas au bout dans tous les cas. La bouteille retourne à l'expéditeur. C'est ça. Et tu as vraiment des conditions de mer qui sont vraiment compliquées. Okay. Donc le terrain de jeu, moi, me faisait un peu peur avant d'y aller. Il y a quand même une zone des glaces. En fait, l'eau elle peut être très très froide parce qu'au-dessus du Gulf Stream, tu as le courant du Labrador qui descend globalement du Groenland. Okay. Et donc il peut faire vraiment très très froid. Et globalement beaucoup de vent, quoi. Donc j'y allais un peu, j'étais préoccupé, un peu stressé par les conditions qu'on allait pouvoir rencontrer. T'avais déjà navigué dans des conditions comme ça ? Oui, mais jamais aussi longtemps. Ouais. Et c'est vraiment la première fois que j'allais dans l'Atlantique Nord, quoi. Okay. Et on n'a pas été, T'as pas été déçu du voyage. Alors on a eu de la chance, on n'a pas eu le vent contre nous toute la traversée, mais il y a quand même eu beaucoup de vent. On a fait plusieurs jours où le vent n'avait pas passé en dessous de 35 nœuds, quoi. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça fait 65 km/h, quoi. Ouais. Et avec des vagues de 4-5 mètres, en fait, où du coup les bateaux passaient très mal la mer. Donc beaucoup de chocs. Et en fait, normalement on choisit les voiles en fonction de la force et la direction du vent, mais là ce qui dictait les choix de voiles, c'était la mer. Vraiment l'état de la mer et la hauteur des vagues. Et donc les conditions étaient très très dures à bord. Et moi j'ai dû ralentir à un moment parce que je pensais que j'allais tout casser, quoi. Donc, Mais quand il y a 5 mètres de vagues, tu dors pas ?
Bah, t'es obligé de pouvoir dormir en fait, donc c'est à toi de trouver les configs de voile où tu peux mettre le pilote automatique et aller dormir, parce que si tu peux pas dormir en fait, c'est comme si t'as pas de chargeur sur ton téléphone, bah tu te mets encore plus en danger. Faut économiser les batteries quoi, donc mais il y a un moment où juste t'as besoin de le recharger. Donc nous c'est pareil, tu dois faire en sorte de trouver des configs, de trouver le meilleur compromis en fait, vitesse vie à bord quoi. Et dans le cas où on était, juste pas tout casser quoi. Donc le moment fort pour moi, c'était vraiment au début. J'ai fait un super début de course, je sais pas, le 3-4e jour j'étais en tête, et ensuite à l'arrivée dans la grande tempête dont on a fait le tour en fait, pendant les 4-5 jours au milieu de la course, là j'ai vraiment été obligé de ralentir le bateau. Je le sentais plus du tout quoi. Notamment j'ai fait toute une nuit en fait, un peu ralenti, parce que je sentais pas de mettre la grande voile. Donc c'est un peu à la fois un regret et une fierté, parce que je me suis fait doubler par trois bateaux que j'ai jamais réussi à rattraper, et en même temps fierté de se dire c'est quand même assez chouette. T'as peut-être évité le pire. Exactement, en fait il y a un bateau sur 2 qui a pas fini la course déjà, donc, c'est énorme. Donc un taux d'abandon assez élevé, et je me dis peut-être que le fait d'avoir ralenti, c'est ça qui a fait que j'ai fini la course. C'est frustrant, et en même temps ça te permet d'économiser de la casse exactement, et tout ça. Et mentalement me dire que je suis capable en fait de lever le pied, enfin de mettre pas la course de côté, mais de gérer mon bateau un peu de façon mature. Je pense que c'est une bonne chose pour la suite de mon parcours en bateau quoi. Et pour le reste, j'ai cravaché pour essayer de rattraper les 3 premiers, et ça n'a jamais marché. Et peut-être que si on refaisait la même course et qu'on refaisait la même chose, il y a peut-être un des bateaux devant parce que eux ont moins ralenti. Peut-être que si peut-être qu'ils auraient pris d'autres décisions. En fait, c'est juste de la gestion de risque. Enfin, c'est de la prise de risque, c'est de la gestion du risque. Donc, Et tu nous disais l'autre jour, t'es passé au bureau, tu nous disais que la ligne d'arrivée était vachement... c'était à 12 heures de la côte. Exactement. Ouais. En fait, comme il y a pas mal de mammifères marins, notamment des baleines, à l'arrivée sur les côtes américaines, en fait, ils voulaient pas nous faire passer à toute allure dans ces zones-là. Déjà puisqu'ils voulaient pas parce que quand tu tapes une baleine, ça fait très très mal à la fois à la baleine et au bateau. Mais surtout pour la baleine. Donc ils voulaient pas nous lancer dans un champ de mine en fait à toute vitesse. Donc ils ont mis la ligne d'arrivée en fait assez loin, donc à 12 heures de mer. Et on a dû rejoindre New York un peu au ralenti après. Et les 12 dernières heures, tu attends patiemment. En fait, tu passes la ligne, t'es trop content parce que franchement, t'as une joie incroyable. T'as une joie incroyable, tu vois la ligne d'arrivée sur ton ordinateur de bord, tu vois ton bateau passer la ligne, t'es genre yes, trop content. Et en fait, tu lèves la tête et t'es au milieu de nulle part. Et au champagne. Et donc ensuite, c'est assez long pour aller à New York, mais t'as quand même ton comité d'accueil. C'était oui. Puis l'arrivée, enfin le gros temps fort de cette course en fait, c'était après la course, c'est l'arrivée à New York, dans la baie de New York. Moi, je suis arrivé de nuit, au milieu de la nuit. Tu vois ces grands buildings, tu vois les lumières des immeubles, tu vois la Statue de la Liberté apparaître, et puis il y avait personne sur l'eau, il y avait vraiment pas beaucoup de vent, la mer était hyper calme, pas un bateau. Et en fait, le bateau il glisse tranquillement, tu passes devant la Statue de la Liberté, tu vas virer devant Manhattan et t'amarres ton ponton où il y a tes 3 potes qui ont fini devant toi, qui t'attendent. On allait boire un coup après dans un bar à Brooklyn, enfin tu vois les trucs qui arrivent jamais quoi. À New York quoi, c'est ouf. Ouais, grave. Donc non mais super moment, vraiment un grand moment. Et puis même pour Café Joyeux, c'est trop bien. En fait, ils avaient ouvert le Café Joyeux 1 mois avant que j'arrive en bateau, donc le timing était parfait. Quoi. Donc c'était vraiment trop bien. Et après, tu es rentré, tu as fait le trajet retour qui était plus tranquille. Donc on a ramené le bateau dans le cadre d'une autre course qui s'appelle la Québec-Saint-Malo. Donc qui partait de Québec et qui allait à Saint-Malo en équipage, et donc un super voyage, moins grisant d'un point de vue, moins introspectif, moins pas en solitaire, donc c'est pas du tout les mêmes façons de naviguer ou le même cheminement dans ta tête pendant la traversée. Vous étiez combien juste ? On était 4 à bord.
Ok. Et les Tanguy, un ami, pas le même Tanguy mais un autre Tanguy, Léo, qui est la personne qui m'aide du coup dans la préparation du bateau, et une amie qui s'appelle Cécile. Ok. Et donc à 4, c'était chouette, c'est beaucoup moins stressant en fait que le solitaire. Le solitaire, c'est complètement, enfin, quand on dézoome, hein, le solitaire, c'est complètement con, quoi. Enfin, il y a aucune raison de partir tout seul sur un bateau à voile. Et pourtant, toi, c'est ce que tu préfères. Moi, c'est ce que je préfère pour le côté challenge. Ouais. Le côté ownership. Tu prends tes décisions. Ouais, tu prends tes décisions à bord, mais quand tu quittes le ponton, entre le ponton de départ et le ponton d'arrivée, en fait, c'est tout à cause ou grâce à toi, quoi. Et en fait, c'est rare dans la vie. Tu es responsable de tes actes. Alors, je nuancerai ça après, mais en gros, c'est assez rare dans la vie d'avoir un truc où c'est que toi, quoi. Alors, paradoxalement, quand tu as une équipe autour de toi, où tu vois, en fait, c'est vraiment du travail en équipe en amont de la course sur la préparation du bateau, la définition de la stratégie météo sur les premiers jours de course. Enfin, on est beaucoup aidés et avant la course. C'est pas du tout des projets. Enfin, c'est des projets assez. C'est du travail d'équipe, quoi. Mais une fois que tu es en mer, tu es seul à bord, quoi. Donc effectivement, tu as un sentiment d'accomplissement à l'arrivée qui est juste qui dépasse tout, quoi. Et à l'inverse, quand t'es 4, t'as pas des confrontations de lui il veut prendre cette décision, mais toi t'es pas du tout d'accord Alors, la prise de décision est pas du tout la même, ça c'est sûr. Donc en fait, avant de partir, on s'est mis au clair sur le processus de prise de décision et on a fait ça de façon assez collégiale en fait finalement pendant la course, mais c'était clair qui décide, qui aurait le dernier mot, quoi, on va dire. Mais globalement, on était assez alignés sur les décisions, qui n'ont pas toujours été les bonnes d'ailleurs. Mais au moins, tout le monde était aligné. Mais au moins, on était à peu près d'accord sur les décisions. Donc non, c'était un chouette voyage. Enfin, pour le coup, on a fait tout le début de course dans le Saint-Laurent, qui est le fleuve du coup entre Québec et la mer. Donc pendant 3 jours, en fait, tu fais la course dans une rivière, quoi. Au début, c'est une rivière, après c'est un fleuve, et puis après c'est un estuaire, quoi. Mais c'est un chouette. Tu vois des baleines. Enfin, on est passé juste devant Terre-Neuve. On a vécu les brouillards de Terre-Neuve et tout. Donc franchement, un chouette moment, vraiment bien. Et là, j'imagine que tu vas prendre un peu de temps, mais quelle est la prochaine étape ? Alors, c'est la fin de saison 2024, là. Donc, 2 transats en 2 mois, c'est déjà intense. Donc là, le bateau, j'ai sorti de l'eau pour l'été. Et là, on revient à ce dont on parlait du début, c'est la recherche de financement. Donc là, je suis déjà un peu en train de penser... Le tiers un peu plus... Voilà, c'est le tiers un peu moins drôle. Ouais. Et c'est fou de basculer d'un tiers à l'autre tiers aussi rapidement, mais c'est vrai que là, d'ici fin d'année, je vais essayer de rassembler les soutiens financiers dont on a besoin avec Café Joyeux pour s'aligner au départ du prochain Vendée Globe, j'espère, dans 4 ans. Donc ce qui déjà est un bon... C'est ton objectif premier de ce que tu nous disais, donc c'est canon. C'est sûr, mais c'est pas fait encore, quoi. Du tout, faut trouver les entreprises qui vont nous accompagner. C'est plus du tout les mêmes budgets que actuellement sur le circuit des Classe 40, donc c'est de la prospection, gestion de projet, et c'est vrai que le métier, tu prends l'ensemble du métier, on aime tous aller faire du bateau, mais en fait, le métier, c'est pas que ça, quoi. Donc... Mais c'est cool aussi d'avoir cette brique, toi qui as un passif de... Ouais, complètement. C'est quelque chose... c'est vrai que le métier que j'ai exercé quand j'étais en conseil à Paris me sert plus à terre qu'en mer. Enfin, il sert dans les deux, mais plus à terre. Et effectivement, ça me fait plaisir, en fait. C'est dur, hein, mais c'est pas quelque chose que j'aime pas faire. C'est juste pas le même plaisir, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que quand t'exposes, il y a une partie, faut convaincre un peu les gens, faut convaincre des chefs d'entreprise de te suivre. Faut vendre le projet du bateau Café Joyeux à des chefs d'entreprise, et c'est vrai que avoir travaillé 5 ans en conseil, ça t'aide à appréhender ou à préparer ce genre de réunion, quoi. Ou la façon dont t'exposes un peu la proposition de valeur, etc. pour les entreprises qui veulent bien nous suivre. Donc j'en profite pour remercier Daphné. On commence à venir au bout de nos questions. Est-ce qu'on évoque... continuer des heures, si vous voulez. Mais moi, je suis sur l'eau, là, c'est trop bien. Aussi. Maintenant, on n'a qu'une seule envie, c'est de partir en mer. Mais c'est bientôt, ça.
Ouais, c'est bientôt. Tu nous as un peu parlé du coup de tes projets à venir. On a les questions de la fin. À quoi on pense quand on est seul pendant des jours en mer? Mais déjà, est-ce que tu as le temps de penser à certains... Enfin, t'es tellement... En fait, t'as peu de temps libre. En fait, t'as pas de temps libre. Parce que route, réglage, rangement, repas, repos. Et donc, une fois que tu arrives à repos, bah, t'es content déjà. Après, il y a des moments où oui, t'es dehors la nuit, juste en veille en fait. Et t'es pas... parce qu'on manœuvre pas tout le temps. Parfois, on a juste fait tout notre travail, mais on est juste en veille de savoir est-ce qu'on est bien réglé, est-ce qu'il y a un nuage qui arrive, est-ce que c'est en train de changer et tout. Et donc, dans ces moments-là, oui, moi, j'écoute pas mal de podcasts. Parce que c'est quelque chose que tu peux faire en même temps que quelque chose d'autre. Et sinon, ouais, parfois, c'est juste le bruit de la mer et les étoiles pendant des heures et des heures. Et donc, oui, tu peux partir assez loin dans l'introspection et dans les réflexions. Et surtout, tu n'as rien qui te rappelle... tu n'as pas un téléphone qui sonne ou un klaxon ou une porte de voiture qui claque ou un meeting auquel il faut que tu ailles. Enfin, tu vois, tu n'as pas du tout la notion du temps. Et donc, c'est assez propice à ce genre de réflexion, quoi. Et après, je ne saurais pas te dire à quoi je pense en particulier, mais j'aime bien me dire en mer qu'en fait, la mer, elle n'a pas changé depuis la nuit des temps. Donc en fait, quand Christophe Colomb il est parti, il voulait partir en Inde, mais il arrive en Amérique et la mer, c'était la même, quoi. Les vagues avaient la même tête. C'est le même vent, c'est les mêmes nuages, il n'y avait pas les tracés des avions dans le ciel, mais à part ça, ou Starlink dans les étoiles, mais à part ça, en fait, c'est vraiment la même chose, quoi. T'es dans la même situation. Ouais, c'est assez chouette, ouais. Ce qui n'arrive jamais, en fait. Paris, ça a changé. Les routes ont changé, c'est plus les voies romaines, etc. Donc, en fait... c'est un terrain de jeu qui n'a pas bougé, quoi. C'est un terrain de jeu qui n'a pas changé, quoi. Et une autre chose, en parlant de terrain de jeu, une des choses que moi j'adore dans cette discipline, c'est que le terrain de jeu, c'est un terrain de jeu. En fait, c'est le seul sport où le terrain de jeu, c'est la planète. Donc, il n'y a pas de limite au cours de tennis, il n'y a pas de mur autour du terrain de squash, il n'y a même pas les lignes autour du terrain de rugby ou de football. À part, la perte de vue. C'est vraiment t'es libre d'aller où tu veux pour rejoindre la ligne d'arrivée. Enfin, même pas un marathon en fait où c'est le vrai monde, tu vois, tu cours dans les rues de Paris, etc. Mais t'as quand même une ligne à suivre par terre. Et là, c'est vraiment c'est une liberté absolue de choix et à la fin, t'arrives dans un autre pays où on parle une autre langue. Question bête, mais tu te fais contrôler. Là, tu vois, t'as traversé. Tu te fais contrôler sur les eaux proches des côtes américaines. Il se passe quoi ? Alors, on s'est pas fait contrôler. Je me suis fait gronder à l'arrivée à New York parce que j'ai trop tardé pour aller voir les douanes. Donc, en fait, quand tu arrives en bateau aux États-Unis, tu es obligé d'avoir un visa spécial. Et donc, j'avais ce visa. T'étais trop en train de célébrer ton arrivée. J'ai trop tardé le lendemain de l'arrivée à aller aux douanes et le douanier m'a accueilli en disant qu'il pouvait mettre les menottes si jamais il voulait, quoi. Bon, c'était un peu à l'américaine. J'ai dit, en fait, il m'a dit, mais il fallait prendre rendez-vous. Vous savez que je pouvais me mettre en menottes si je voulais. Et je dis, dans ce cas-là, je pars et je prends rendez-vous et je reviens. Et il n'a pas du tout aimé la blague. Donc, enfin, il ne faut pas faire de blagues avec les douaniers, en fait, surtout aux US. Mais du coup, si tu te fais contrôler avant ça, il n'y a pas de règles. Je te dirai la prochaine fois que je fais la course. On en reparle. Et au Canada, beaucoup plus chill, les Canadiens. Ouais, on est bizarrement, ça ne nous étonne pas. On est parti sans faire de déclaration de départ, donc en fait, techniquement, ils savent pas encore que j'ai quitté les Canadiens. Peut-être ça me rattrapera un jour. Ouais. Voilà. Et si tu échoues sur une île déserte, quelle est la seule chose si tu dois prendre qu'une chose, quelle est la seule chose que tu prends avec toi ? Mon lapin. J'y m'y compte. Mais bien sûr. Parce qu'il fait plein de choses. Il fait oreiller, il fait psychologue, il fait éponge parfois. Donc, non. Ouais, ça lui arrive. Il est plein d'eau de mer et de sel à force ou pas? Et de café. Il a décoloré un peu? Il a pas mal décoloré. Il a un paquet de 1000 derrière lui. Et non, il va bien. Je le lave à la fin de chaque course. Donc, ça nous rassure. J'ai arrêté de dormir avec pour l'économiser. Et donc, si tu devais nous recommander un endroit de France, le plus bel endroit pour aller naviguer? Pour aller naviguer, mais c'est le plus bel endroit du monde, c'est le golfe du Morbihan.
c'est là où moi j'ai appris à naviguer. C'est une mer intérieure dans le Morbihan, donc c'est au sein de la baie de Quiberon, il y a une embouchure dans laquelle il y a une mer intérieure avec plein d'îles, plein de courants, plein de plages. Il fait toujours super beau parce que c'est la Bretagne et donc c'est vraiment un coin magique. Donc je recommande vivement. Magnifique. Tu ne peux que confirmer, peux que valider. Claire. Surtout qu'il y a eu il fait toujours super beau parce que c'est la Bretagne. Et c'est la Bretagne Sud. Bien sûr. Bon, bah écoute, est-ce que tu as un dernier mot à passer, la petite touche de la fin? À vous, merci pour l'invitation et le soutien au projet. Et à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, vraiment foncez ouvrir la porte d'un café joyeux. C'est vraiment... Foncez dire bonjour, goûter le café. Ouais, c'est vraiment un lieu de rencontre avec le handicap et on en sort toujours avec le sourire, quoi. Et des anecdotes, donc vraiment... Trop bien. N'hésitez pas à suivre Nico parce que tu as une newsletter aussi. Ouais, j'ai une newsletter, réseaux sociaux, Instagram notamment. Et j'ai un petit blog où j'aime bien écrire les récits des courses. Donc si vous aimez la voile, n'hésitez pas. Si vous aimez tout ce qui est investissement, vous pouvez nous suivre aussi. Partager ce podcast, par exemple. Et on pas merci trop parlé Nico. Investissement, mais non, mais c'est très bien comme ça. Ça fait du bien aussi. Exactement. Merci à tous, à bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.